Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Up2You. Aujourd'hui, nous allons vous parler du monde de l'art et de sa relation avec les réseaux sociaux. Alors, on va essayer d'aborder plusieurs thématiques. C'est un sujet qui est très très vaste et comme nous sommes assez prolixes, on va essayer de synthétiser au mieux. L'idée est de décomposer en, je dirais, 3-4 parties avec une petite introduction. Ensuite, de parler de l'influence des réseaux sociaux dans l'art, de parler du phénomène inverse, c'est-à-dire comment l'art se distribue dans les réseaux sociaux. Et dernière partie, la grande nouveauté 2021, les fameux NFT. Donc, je me présente, Nicolas Perrin, je suis directeur créatif chez Up2You et j'ai l'honneur d'inviter Philippe Clair avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci Nicolas, merci pour l'invitation. Donc, toi, tu es historien de l'art. Voilà, historien de l'art, spécialiste du marché de l'art et accessoirement des artistes suisses aussi, au service surtout de collectionneurs pour des gestions de collections plus ou moins importantes, essentiellement de la peinture et puis un peu de sculpture aussi. En tout cas, ça me fait plaisir de te retrouver Merci. ici. On a eu l'occasion de collaborer il y a déjà quelques années. C'était 2015, non? Quelque chose comme ça, ouais. Alors, l'idée, voilà, c'est de vous expliquer un petit peu finalement ces réseaux sociaux, quelle influence ils donnent à l'art, aux artistes. C'est vrai qu'il y a énormément de nouvelles possibilités avec les nouvelles technologies de création, mais surtout au niveau de la diffusion, en fait. Il y a un intérêt principal pour moi qui est de la démocratisation finalement de l'art, où que ce soit par la pratique, par le sujet ou par carrément l'accès en fait à l'art, qui dorénavant on peut le diffuser de manière instantanée. Finalement, tout le monde désormais a plus ou moins un accès pour les gens qui ne voulaient pas ou qui n'aimaient pas se rendre dans des musées parce que peut-être jugés des fois trop huppés ou comme ça. Maintenant, on a vraiment une démocratisation de ce monde-là où on peut voir dans nos feeds, dans nos différents feeds, des œuvres qui défilent à longueur de journée juste avant un selfie ou une photo de chat, quoi. C'est un petit peu... Mais c'est-à-dire que je pense que c'est un phénomène qui a commencé par l'art contemporain déjà dans les musées, parce que c'est vrai que c'était plus lié à un public plus jeune aussi. Donc je pense que ce phénomène est né avec la naissance des réseaux sociaux, où c'est vrai qu'on est bombardé d'images. Donc un jeune qui se retrouve dans un musée, qu'est-ce qu'il a envie de faire plutôt que de juste regarder les tableaux? Il a envie de se prendre en photo avec. Et donc, par définition, on a commencé à voir apparaître sur les réseaux sociaux ces œuvres. Et puis, petit à petit, ça s'est étendu non seulement au musée, aux galeries, mais aussi au marché de l'art et aux ventes aux enchères, où on voit maintenant de plus en plus d'œuvres qui sont vendues directement, ne serait-ce que par Internet, par le marché online aussi. Ouais. C'est vrai que il y a des réseaux qui sont dédiés principalement à l'image, hein, on pense à Instagram. On peut également penser par exemple à Pinterest, qui devient finalement intéressant, où tu crées presque ta propre petite collection, ton propre petit musée à toi dedans, en allant l'enrichir d'images. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est surtout à l'heure actuelle maintenant l'interaction en fait, que ça va créer, l'instantanéité qu'on a entre l'artiste et son public, une espèce de nouvelle communion qui se crée, où les gens peuvent un peu, je dirais, réagir instantanément. On sait qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. On peut suivre les créations d'œuvres. On a vraiment, on est au plus proche, je dirais, de la création. On n'est plus seulement dans le résultat final. C'est-à-dire que pour les artistes, c'est devenu un moyen extraordinaire de communication et de présentation de leur travail, puisqu'avant, globalement, ça passait uniquement par les galeries, par quelques amateurs éclairés ou enfin des connaisseurs qui avaient accès aux ateliers. Et grâce au développement de ces technologies, c'est vrai qu'eux-mêmes peuvent assurer leur propre promotion. On sait en plus que le métier de galerie, c'est devenu aussi très difficile parce que ça implique un endroit, des stocks d'œuvres, alors que les artistes peuvent faire leur autopromotion directement, voir aussi ce qui plaît au public, parce qu'il y a un côté marketing aussi là derrière qui fait que un artiste qui poste 20 œuvres et qui se rend compte que sur les 20 œuvres, 2 pètent le score de likes,
ça peut peut-être aussi permettre Ça a d'orienter, l'influence, ça. ça oriente sa création. Ouais. Moi, j'aimerais revenir maintenant quelques années en arrière pour vous parler un petit peu des premières interactions dans le monde de l'art avec le public. Donc, je vais vous présenter quelques images. Donc, je remonte en 1880 avec Édouard Manet qui reçoit une commande d'un client qui lui demande une botte d'asperges. Ils se mettent d'accord sur un prix pour 800 francs. Une fois la commande réalisée, Manet livre l'œuvre, fait livrer l'œuvre, et le client, tellement content, le paye 1000 francs. Donc là, Édouard Manet, il réagit, et en fait, il peint une deuxième toile, plus petite, qui est l'asperge, qui est une petite asperge toute seule, et il l'envoie au client en lui disant il manquait une asperge dans votre botte. Donc il y a vraiment pas mal d'humour là-dedans, amené avec finalement cette première interaction. C'est une des premières, je pense qu'il y en a eu certainement d'autres, mais je trouve qu'elle est anecdotique, elle est très drôle. On a également Laszlo Moholy-Nagy qui en 1922 passait des commandes de tableaux par téléphone directement chez le fournisseur. Donc avec sa grille millimétrée et sa palette de couleurs, il indiquait au producteur en fait exactement à quel endroit il voulait ces aplats de couleurs, etc. Et ensuite, il a demandé de leur produire dans différentes dimensions pour voir un petit peu justement ces contrastes, comment ils fonctionnaient. Donc là aussi, il y a cet aspect assez drôle de communiquer finalement une œuvre dans le virtuel. Et puis, dernière œuvre qui m'intéressait de vous présenter, c'est David Hockney, qui est, je crois, relativement connu et célèbre maintenant, qui en 1988, en fait, pour diffuser le plus rapidement possible ses œuvres, découpait des dessins, typiquement dans l'exemple présent, en 16 parties, avant de les faxer à ses amis, à ses proches, avec un petit mode d'emploi, en fait, pour pouvoir reconstituer l'œuvre. Donc on voit que déjà à cette époque-là, les gens passaient à chercher à pouvoir avoir une diffusion le plus rapidement possible, en fait, avant cette instantanéité qu'on a maintenant. Oui, parce que finalement, le but, c'est vrai que si on arrive à aller au-delà d'une simple exposition dans un musée ou dans une galerie, on a envie d'avoir un accès rapide, direct à l'information, à l'œuvre. Et les artistes ont toujours essayé d'aller au-delà de ce qui avait déjà été fait, de ce qui pouvait être fait. Et tu parlais de David Hockney. Il a aussi été le premier justement à utiliser l'iPad et les moyens informatiques pour réaliser des œuvres. Alors que pour un peintre, c'était quelque chose, on va dire, de totalement décalé. Ouais, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire est-ce que c'est un original, parce que je reçois un fax. Donc là aussi, il y a cette notion de... maintenant, je vois j'ai vu sur Internet, en faisant ces recherches, justement, même des gens vendaient maintenant des photocopies du fax. Donc c'est vraiment assez drôle de se dire à quel moment est-ce que c'est un original. Est-ce que c'est le fax qui devient l'original? Est-ce que c'est le dessin qui a été faxé qui est l'original? Il y a pas mal d'interrogations justement sur cette propriété intellectuelle, sur l'authenticité d'une œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre originale, c'est évidemment le premier dessin, mais on reviendrait finalement à un principe de reproduction qui était la lithographie à l'époque, enfin qui l'est toujours, mais où un poster, c'est le même principe. Après, à partir du moment où on reçoit un fax avec le numéro de Hockney, est-ce que ça reste encore aussi un original? Ou alors est-ce que ça devient une nouvelle œuvre? Ça peut devenir une nouvelle œuvre. Et puis après, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut le prix qu'on est payé pour l'avoir. Exactement. Et puis le buzz qui est fait autour. Voilà un petit peu pour cette introduction sur ces premiers échanges artistes-publics. Moi, j'aimerais maintenant vous parler des artistes qui se sont appropriés des codes des réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que de tout temps, on voit avec le réalisme, finalement, on a décidé de peindre la réalité, mais finalement, ces réseaux sociaux, ils ont telle influence sur notre monde, sur notre société, que retrouver un petit like, un petit pouce levé, un petit cœur, un élément comme ça, devient presque un élément de notre réalité. Il y a presque un effet méta là derrière.
Et il y a des artistes qui ont commencé à peindre des oiseaux bleus, qui ont commencé à mettre des petits cœurs ou des petits likes sur leur tableau. On voit à ce moment-là en fait, l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux dans notre société actuelle, pour que même l'art, finalement, l'art s'est toujours intéressé un petit peu à tout ce qui touche à la vie et environnante, mais là, vraiment, je trouve que ça va plus loin. Oui, alors oui et non. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très original en ce sens où l'art a toujours été un reflet de son époque. C'est-à-dire qu'on a toujours peint, par exemple, la mode de l'époque dans laquelle on vivait. Et aujourd'hui, alors effectivement, les réseaux sociaux ont pris une grande importance, mais on en est tellement imprégné et entouré que c'est, pour ainsi dire, normal, et en tout cas extrêmement légitime, que les artistes, je ne veux pas dire qu'ils vont se l'approprier, mais vu que ça fait partie intégrante de leur vie, c'est un sujet comme un autre, comme de faire un portrait ou de peindre un paysage. Pourquoi pas faire un petit oiseau bleu? On va vous montrer quelques images qui vont illustrer nos propos. Donc, voilà, typiquement, une jeune artiste, Nastia Zerebeki, qui a décidé de reprendre des tableaux de Edward Hopper en y ajoutant justement des codes des réseaux sociaux, où là, typiquement, on voit un tweet de Hopper avec différentes petites icônes sur les autres personnages. Donc, c'est drôle parce que ça fonctionne extrêmement bien, en fait. Ça amène une nouvelle iconographie, ça renouvelle un petit peu ces œuvres. Je ne veux pas dire qu'on les dépoussière, parce qu'à mon sens, elles sont toujours extrêmement contemporaines. On peut également retrouver donc les différentes œuvres qu'elle a mis en images, où finalement, en fait, on est comme sur une petite bulle de pensée, et juste avec une icône, juste avec un symbole, on arrive déjà presque à dégager une histoire. Ces fameux emojis deviennent extrêmement parlants. J'aimerais aussi parler de iEarth, qui a fait un buzz assez phénoménal en 2014, où en fait les gens ont tout simplement cru que c'était un Banksy. Et il y a eu un buzz phénoménal sur le net, des tweets, des reposts, etc. Jusqu'à ce que finalement on découvre que ce n'est pas un Banksy, que c'était iEarth. Et mais en fait, on surfe finalement sur la notoriété d'un artiste. C'est vrai qu'on est très très proche au niveau stylistique, hein, avec cet effet de pochoir. Oui, ce qu'il y a de très bien, c'est que finalement ça fait de la publicité pour les deux, et pour iEarth et pour Banksy. En parlant de Banksy, moi je voulais faire une petite aparté en vous présentant aussi l'effet de buzz qu'on peut créer. On connaît tous l'artiste, et dernièrement il y a eu une vente aux enchères chez Christie's, non, chez Sotheby's, pardon, où en fait il y a eu je vais vous le dévoiler directement, ce sera plus simple. Donc voilà, là on voit quelques images qui ont été prises au téléphone lors de cette vente aux enchères. Le fameux Girl with Balloon, qui a été, je crois, adjugé si mes souvenirs sont bons, à 1,2 million de dollars. Et on va voir qu'il y a un petit effet au moment où le commissaire-priseur tape sur son marteau. Et en fait, l'œuvre se détruit. Mais partiellement, elle ne va pas se détruire. Partiellement. Et donc, grand scandale ou effet de foule, en fait. On voit, tout les personnes viennent décrocher le tableau. C'est assez drôle. Ouais. C'est un coup qu'il avait prévu, qu'il avait monté à l'avance, etc. Mais finalement, de jouer encore plus loin, de dire, je vais créer une interaction dans une vente aux enchères, en live, je vais faire un buzz avec ça. Ça devient assez fou. Oui, et l'œuvre maintenant, qui en plus a été médiatisée, vaut certainement beaucoup plus aujourd'hui qu'elle a été partiellement détruite, qu'au moment où le marteau est tombé. Ouais. Parce que justement, il y a cet effet mondial, vu que maintenant, tout le monde en a entendu parler, qui fait que c'est une œuvre d'art qui est considérée qui est devenue un classique. C'est-à-dire que ce Banksy est devenu un classique de l'art au même titre que peut-être la Joconde, justement.
Donc c'est drôle finalement de dégrader son œuvre peut la rendre plus bankable, Oui, pourquoi si on pas. doit le résumer comme ça. Bah, c'est-à-dire que là aussi, des artistes qui font des autodafés ou qui brûlent ou qui détruisent eux-mêmes ou qui repeignent ou qui lacèrent, c'est quelque chose Ça qui reste s'est une déjà fait. intervention de l'artiste sur son C'est œuvre. ça. Donc, Ce qui peut être problématique, alors là, il y a des questions légales aussi, c'est justement si quelqu'un intervient, une tierce personne intervient sur l'œuvre. Et là, ça peut poser des problèmes. Et il y a des questions justement par rapport à ça aujourd'hui qui se posent, notamment d'œuvres qui sont brûlées. Il y a eu avec aussi un Banksy qui a été brûlé, on en a fait une vidéo, et qui est devenue une œuvre numérique. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète le fait de brûler l'œuvre, ou la vidéo, ou l'œuvre numérique, ou les trois ensemble? Après, on a également des œuvres en fait, qui utilisent la technologie des réseaux sociaux en fait, pour se créer ou pour se voir. Typiquement, je vais vous montrer quelques images de Han Xiao, dont l'œuvre s'appelle The Artist is Kind of Present, qui est en fait une espèce d'hommage à Marina Abramovic, où l'artiste en fait, se retrouve face à une personne du public. Et à l'instar de Marina Abramovic, en fait, pour entreprendre la discussion avec, il fallait lui envoyer un tweet. Et après, elle répondait. Et il y avait une discussion qui continuait jusqu'à ce que l'artiste considère que l'échange finalement devienne entre guillemets boring et passe au suivant. Donc là, c'est aussi intéressant, je dirais, l'expérience live, que ce soit pour la personne qui est en train de tweeter, que ce soit pour les gens qui sont en train de regarder ça en direct, mais également pour tous les gens qui vont suivre ces discussions sur Twitter. Donc là, on a vraiment presque 3 niveaux de regard sur une œuvre. Ça devient très très intéressant. On a également Jeff Koons, le fameux Jeff Koons, qui a collaboré avec Snapchat pour créer en fait un filtre en réalité augmentée où il fallait se géolocaliser exactement au bon endroit pour voir apparaître son œuvre. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5 répartis dans le monde entier. Donc là aussi, on joue beaucoup avec ce côté interaction avec le public, où on voyait des dizaines, des centaines de personnes dans le parc tourner autour du vide en fait, et être collés à leur écran pour finalement admirer cette œuvre. Oui, et ça c'est très intéressant justement de voir Jeff Koons, parce qu'on se rend compte qu'il y a 2 types d'artistes. Il y a les artistes qui font fondamentalement du numérique, ou qui ont commencé à jouer avec les réseaux sociaux d'entrée de jeu, et puis d'autres artistes qui prennent un peu la balle au bond, parce que Jeff Koons ça touche un peu à tout, à la photo, la peinture, la sculpture, enfin le design, et tout à coup il prend cette balle au bond des réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui marche aussi, et on s'aperçoit qu'on pourrait plus vraiment vivre sans ça aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on ferait sans Facebook, sans Instagram? C'est clair que ça correspond à une génération, et que ça se développe, et on risque d'aller vers des choses encore technologiquement beaucoup plus poussées que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a également des œuvres qui en fait sont devenues célèbres via les réseaux, c'est-à-dire des œuvres qu'on va appeler instagrammables, où finalement il y a eu vraiment un trend autour d'aller in situ et se prendre en photo. Voilà, on l'utilisait avant, les jeunes dans les musées, ce qu'ils veulent, c'est se prendre en photo dans les œuvres, mais il y a des œuvres qui sont devenues célèbres grâce à ça. Je vais vous donner quelques exemples. On va commencer en 2008 avec le fameux Gleaming Light of the Soul, où finalement c'est une pièce remplie de miroirs avec des petites ampoules qui pendent un peu partout, et puis on a un effet, on le voit bien sur l'image, cet effet d'infini, et finalement c'est devenu quelque chose qui est tellement beau, tellement esthétique à vivre, que les gens, l'intérêt qu'ils avaient, c'était d'aller vivre l'expérience de l'œuvre, mais surtout de montrer qu'ils avaient été là-bas et de se prendre en photo au cœur de l'œuvre. Il y a une œuvre similaire que Pipi le Terroriste avait présentée, notamment à Arles, à la Fondation Luma, et on se retrouve dans un espèce d'environnement tout à fait similaire,
roses avec en plus des sons et puis des objets en mouvement et qui font que les vidéos sur Instagram, enfin, il en pleuvait tellement, l'ambiance était extraordinaire. Il y a également le fameux Pink Wall de Paul Smith, en fait, qui a décidé de peindre la façade d'une de ses boutiques entièrement en rose. Et puis, comme on peut le voir là sur la photo, en fait, c'est devenu un phénomène de mode où le nom Paul Smith, finalement, il est en haut du bâtiment, donc il ne va même pas apparaître sur notre photo. Ça pourrait être n'importe quel mur rose, ça pourrait être n'importe quel fond rose, mais le principe de se déplacer pour dire j'y étais, j'ai l'impression que c'est presque comme si finalement on venait écrire sur le mur I was here ou ce genre de choses. Ce mur, il a fait pas mal de parler de lui parce qu'il a été également vandalisé par des gens qui sont un peu contre ses effets. Et puis il a été également transformé 2 fois. Une fois, il est devenu arc-en-ciel. Et dernièrement, il a été peint à moitié en noir pour une nouvelle collection de Paul Smith, Men in Black. Donc on joue aussi beaucoup sur finalement l'effet marketing d'un lieu. On joue sur l'effet des influenceurs pour faire parler de nous. Oui, puis ce qui est fascinant, c'est que finalement, on joue absolument plus sur les collections en soi, parce qu'il n'y a pas de vitrine. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'objets, on ne voit pas de vêtements, on ne voit rien de Paul Smith, on voit uniquement le mur. Ouais. Donc effectivement, ce que je disais, ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, ça pourrait être un sex shop, ça pourrait être n'importe quoi. Mais le simple fait de ne pas pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur donne envie de rentrer. Bien sûr. Donc en fait, là, à partir du moment où on a ce genre d'image qui circule, bah, la marque a réussi son coup. On va également présenter c'est le Museum of Ice Cream, qui est un pop-up exhibition qui tourne depuis 2016 dans le monde entier. Et en fait, finalement, le seul intérêt de ce musée, c'est qu'il soit Instagrammable. Parce qu'à l'intérieur, on va retrouver des piscines de balles très colorées, des gros ballons gonflables, des installations, si je ne me trompe pas, je crois que c'est des bananes qui sont peintes en rose et en jaune. Et finalement, l'intérêt d'aller dedans, je pense que l'expérience, à part de se dire « waouh, c'est beau », il ne doit pas être incroyable, mais il y a vraiment un effet où les gens ils réservent leurs billets des mois à l'avance en sachant que l'exposition va arriver dans leur ville pour aller se prendre en photo dedans. Donc on est vraiment sur ces effets où finalement ce musée, est-ce qu'il a été créé pour lui-même ou est-ce qu'il a été créé pour faire parler de lui via les réseaux? C'est assez fou. Bah, c'est fascinant parce que justement, ça donne presque l'impression d'avoir été créé juste pour les influenceurs. Ouais, c'est vraiment ça. Bah, d'ailleurs, en parlant d'influenceurs, on a des effets de buzz comme Los Angeles. En fait, on a la fameuse Cité des Anges. On a énormément de fresques avec des ailes comme ça où les gens vont se prendre en photo. Et il y a sur Twitter est sorti à un moment donné un mur en fait qui était surveillé par un vigile. Il était sous tente, donc on ne pouvait pas le voir. Et la condition pour aller se prendre en selfie devant ce mur, c'était d'être certifié Instagram, donc d'avoir le fameux petit badge bleu, et d'avoir 20 000 followers. Sans ça, on ne pouvait simplement pas y accéder. Donc ça a fait aussi un énorme buzz là autour. Donc c'est finalement de se dire, je suis d'accord que tu te prennes en photo, mais tu dois être suffisamment grand pour te permettre. Donc c'est frustrant pour tous ceux qui ne peuvent pas y aller, donc ça crée une envie. Et donc là aussi, à partir du moment où c'est limité à un certain nombre de personnes, ça devient très restrictif. Et donc ça veut dire que c'est l'endroit où il faut aller. Donc ça implique qu'on va devoir essayer. Enfin, j'imagine bien qu'il y a pas mal d'influenceurs qui vont vouloir atteindre les 20 000 followers pour pouvoir y accéder. Ouais. Donc ça crée une espèce de phénomène de boule de neige où pour pouvoir accéder à certaines choses, on a besoin. Voilà, moi j'aimerais maintenant aborder l'effet inverse en fait. C'est de se dire, là on a parlé pas mal d'œuvres qui sont quand même très proches ou très liées ou qui ont été diffusées sur les réseaux, mais ou qui utilisent les codes des réseaux. Mais maintenant, comment l'art, qu'il soit classique ou moderne, comment ça fonctionne pour les galeries, pour les artistes, les réseaux, quelles sont leurs attentes, est-ce qu'ils ont des stratégies ou
Comment un peu surfent les galeristes, les musées sur cette vague? Bah, j'ai l'impression, non, tout le monde a vraiment saisi sa chance de pouvoir développer, que ce soit des sites appropriés, parfois participatifs avec le public, et une présence sur les réseaux sociaux, donc au moins Instagram, Facebook, parfois Pinterest, mais aussi surtout Twitter, parce que ça permet d'attirer aussi un nouveau public. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que aussi bien dans les musées que dans les galeries, ça restait limité quand même à un certain public, avec un âge relativement élevé, ou alors pour le cas des musées, des classes qui n'y allaient pas nécessairement par envie, mais par nécessité, parce qu'on les y emmenait avec l'école. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on arrive à attirer un nouveau public de jeunes qui viennent pas parce qu'on les force, mais parce qu'ils ont envie? Et c'est là que pas mal de musées, ou même des maisons de vente aux enchères, ont engagé des personnes spécifiquement dédiées au contenu qui doit figurer sur les réseaux. Et alors ça, c'est une partie. Il y a évidemment la partie communication, mais il y a la partie vente aussi, via Internet, parce que, notamment avec la période Covid, il est devenu difficile de pouvoir accéder aux galeries qui très souvent étaient fermées. Les ventes aux enchères n'avaient plus lieu, en tout cas pas en présentiel. Donc tout le monde a dû trouver une solution rapidement. Et on s'est retrouvé avec des quantités de ventes en ligne de ces maisons de vente aux enchères qui devaient trouver une solution, qui avait du matériel et qui devaient essayer d'écouler ce qu'elles avaient engrangé pour pouvoir faire du chiffre. Oui, puis tu me disais encore dernièrement au téléphone que ça change le public. Tu avais même un jeune qui t'avait acheté une œuvre une lithographie de Hodler, voilà. Via Instagram, parce que justement, avec ce phénomène de Covid, ont apparu aussi de nouveaux acteurs sur le marché de l'art, et notamment une société qui est basée à Genève, qui s'appelle Swiss Art Value, qui a commencé à vendre des œuvres d'artistes suisses morts ou vivants, donc un mélange, spécifiquement via Instagram, à un public beaucoup plus jeune, parce qu'effectivement, le public habituel de ce type d'œuvre, c'est des gens qui ont, on va dire, entre 60 et 80 ans, qui ont des moyens financiers relativement élevés aussi. Parce qu'il y a aussi la question des prix qui est importante de ce qui se vend via Internet. C'est clair que pour une œuvre d'art physique qui va se vendre, on n'a pas nécessairement envie de dépenser 2, 3, 4 millions virtuellement, sans savoir ce qu'on achète. Alors que pour une œuvre à 500 ou 1000 francs au moins, c'est plus facile de dire je fais le pas d'un achat sans vraiment l'avoir vu. Après, il y a forcément un moment où il faut livrer l'œuvre, où il y a une vraie rencontre qui se passe avec l'acheteur, mais où on va dire le moyen virtuel est le vecteur principal de ces ventes. Après, il n'y a pas forcément de rencontre. Moi, je donne la petite anecdote de cette semaine. Je suis un jeune artiste fribourgeois sur Instagram, et puis je vois qu'il poste une impression limitée à 30 exemplaires d'une de ses œuvres, avec le prix, plus le prix d'envoi, etc. Et puis moi, l'œuvre m'a plu. Donc direct, je lui ai écrit sur Instagram, je lui ai dit salut, moi ça m'intéresse, je lui ai envoyé mon adresse. Il me répond en me disant est-ce que tu as Twint? Je lui ai dit oui, j'ai envoyé mon numéro de téléphone, je lui règle l'œuvre via Twint. Et puis là, je devrais la recevoir d'ici 1-2 jours. Donc là, finalement, j'aurais eu 3 échanges de messages, un échange d'argent, et je vais recevoir une œuvre à la maison. Donc ça révolutionne aussi peut-être des fois ce qu'on appelle des achats peut-être coup de cœur, où on a peut-être, ça c'est clair pour des plus petits montants, pour des œuvres de plus petits montants, mais on a cette instantanéité, la possibilité maintenant vraiment d'être dans le bus, en rentrant chez soi, et puis de se commander une œuvre, quoi. Oui, on peut acheter de l'art partout. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, ça suit aussi le mouvement de ce que faisait avant, alors à une échelle beaucoup plus large, Ricardo ou Anibis ou eBay, qui ont plus ou moins toujours vendu, mais enfin un peu de tout. Alors que là, c'est vraiment l'artiste, et donc il y a, alors même si elle est virtuelle, mais quand même une interaction, c'est-à-dire qu'il y a l'approche,
le coup de cœur. Et puis, c'est vrai qu'en ces périodes un peu compliquées où on ne voyage pas trop, ça permet d'acquérir facilement quelque chose. Parce que là, il est à Fribourg, c'est très simple. C'est plus envie d'habiller sa maison. Ouais. De décorer chez ça soi. c'est une chose aussi très très marquante de cette dernière année. C'est que les gens se réapproprient leur intérieur parce que ils se sont rendus compte que très souvent, c'était pas terrible, que c'était assez laid. Et puis c'est vrai que c'est ce que je disais, le poster d'Audrey Hepburn, Ikea, tout le monde a eu un moment à la maison. Mais on a envie de se réapproprier un endroit où finalement on vit et puis qui devient aussi un ça bureau. donne l'impression que c'est plus accessible aussi. Avant, on ne savait pas trop où aller chercher quoi, comment, si on voulait un original, si ce n'est à part d'aller en galerie ou autre. Là maintenant, on a vraiment un accès à l'art qui est beaucoup plus simple en fait. C'est-à-dire que le marché de l'art ou le milieu de l'art a été obligé de s'adapter parce qu'il y avait une photo qui était assez fascinante qui se passait dans un musée d'ailleurs. De jeunes, c'était un groupe de 4 ou 5 jeunes et qui étaient tous plantés sur leur téléphone alors qu'il y avait les tableaux autour. Donc finalement, c'était à se demander si vraiment il y avait une nécessité pour eux d'être au musée. Si ce n'est de pouvoir prendre des photos et ensuite les passer sur Instagram. Donc oui, le marché a dû s'adapter et je pense qu'il s'est très très bien adapté parce que c'était une nécessité. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, moi j'aimerais arriver dans le dernier thème de ce webinaire. On nous a demandé avant dans le chat si on allait en parler. Évidemment, on va vous parler des fameux NFT qui font un buzz assez phénoménal depuis ce début d'année. Donc on va essayer de vous résumer brièvement qu'est-ce qu'un NFT. En fait, le NFT c'est un non-fungible token. Qui est donc lié à de la monnaie virtuelle, là principalement l'Ethereum. En fait, l'intérêt d'un NFT, il y en a plusieurs, mais je dirais, le premier, c'est qu'on va certifier une œuvre numérique. C'est-à-dire qu'on a un code unique qui est lié à une œuvre. Parce que c'est vrai qu'un fichier, une image, une vidéo ou n'importe quel fichier que vous avez sur votre ordinateur, vous faites copier-coller et il se duplique. Tandis que là, on va vraiment pouvoir avoir, finalement, ça fait valeur de certificat d'authenticité sur l'œuvre. Et puis un autre point qui est important, c'est qu'en fait, finalement, non-fungible, ça veut dire qu'il n'est pas échangeable. On ne peut pas, par rapport à si je prends un billet de 10, je pourrais l'échanger contre 10 pièces de 1. C'est la même valeur. Tandis que ce jeton-là, en fait, il a sa propre valeur. Il ne peut pas être échangé contre quelque chose d'autre. Il peut être acheté, mais on ne peut pas l'échanger. Et puis, un intérêt énorme pour les artistes, c'est qu'en fait, à chaque revente de l'œuvre, puisque toutes les ventes sont traquées via les blockchains, chaque artiste va toucher 10% de la revente. Donc là aussi, c'est quelque chose de très très nouveau en termes d'art. Tu me dis si je me trompe. Mais... Disons que c'est très nouveau sous cette manière, parce qu'il existe déjà ce qui s'appelle le droit de suite pour les artistes qui vendent des œuvres, ou pour les héritiers. Et ces droits s'étendent à 70 ans après la mort de l'artiste, où effectivement les héritiers ou des agences qui sont dédiées alors en Suisse on a Proliteris qui gère ça, eux touchent de l'argent qui vient reverser ensuite ou à l'artiste ou à ses ayants droit, et c'est ce qu'on appelle le droit de suite. Mais de là à ce que ce soit traqué de cette manière, c'est quelque chose de totalement nouveau. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, si tu prends une œuvre que tu reproduis sur la couverture d'un livre, il faudrait dans l'absolu l'annoncer. Il y a des agents qui sont payés pour effectuer un suivi, mais ça peut très bien passer entre les mailles du filet. Ça simplifie énormément le processus. Hein. Voilà. Et c'est certifié, c'est ça. Ouais. Ça limite aussi les faux d'ailleurs. Et ça permet aussi en fait que chacune peut devenir est potentiellement un artiste, parce que finalement c'est pas extrêmement compliqué de certifier son fichier NFT, donc ça pose aussi la grande question de à quel moment est-ce que c'est de l'art. Parce que je vois qu'il y a on en parlera après, mais il y a des tweets qui se vendent, il y a des mèmes qui se vendent. C'est à quel moment est-ce que c'est parce que ça a été vendu que ça devient une œuvre? Est-ce que c'est une œuvre parce que c'est présenté tel quel? Je pense que c'est une question qui a toujours été soulevée dans le monde de l'art, mais à quel moment est-ce qu'on considère que
ce fichier est une œuvre d'art en fait. Je pense que on considère, enfin, ça devient une œuvre d'art à partir du moment où on dit que c'en est une. C'est ça. Par exemple, typiquement le tweet, le fait d'acheter un tweet, c'est plutôt un investissement. Effectivement, ce côté virtuel est, à mon avis, très très limité par rapport à ce qu'on appelle l'art à proprement parler. Je sais qu'il y a des avis qui divergent totalement du mien, mais on en vient à dire qu'est-ce qu'une œuvre d'art. Et je pense que si on commence à débattre du sujet, on sera là demain encore. Compliqué. Hein. Et c'est une question insoluble. Donc, globalement, oui, ça peut être de l'art à partir du moment où mais on dit que ça je vois l'est. typiquement en 2019, Nike utilise les NFT avec un système qu'ils ont appelé CryptoKick, en fait, pour garantir l'authenticité de la chaussure que tu as achetée et avoir un accès à une version virtuelle de cette chaussure. C'est vrai que le NFT, on en parle beaucoup dans le monde de l'art, mais à la base, il peut être utilisé pour à peu près tout et n'importe quoi. Finalement, il vient juste authentifier l'achat qu'on a, mais que ce soit pour des chaussures, que ce soit, c'est très utilisé dans les jeux vidéo, hein, dans des jeux MMORPG où finalement on va vendre des objets de son inventaire et puis qu'on peut les échanger dans ce genre de choses. On vient certifier. C'est assez fou en fait ce principe de NFT. On va peut-être vous présenter, on en parle beaucoup, on va peut-être vous présenter qu'est-ce que concrètement une œuvre NFT. Donc ça c'est la première œuvre qui était considérée comme une œuvre d'art NFT. Créée, alors je me suis trompé sur la date de la slide, mais c'est 2014 et c'est une œuvre qui s'appelle Quantum et qui évidemment est animée. Alors c'est pas obligatoire, hein, on a également des œuvres qui sont statiques, mais voilà, cette œuvre est estimée à l'heure actuelle à 7 millions de dollars, ce qui est quand même relativement énorme pour ce qu'on peut appeler un GIF, hein, finalement. Mais on se rend compte en fait finalement 7 millions c'est pas grand chose quand on voit que dernièrement l'œuvre de Beeple, le Everyday the First 5000 Days, s'est vendu à un record de 69,3 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's. C'est quand même fou de se dire qu'on dépense une telle somme pour finalement un fichier. Oui et non. Alors, dans l'absolu, c'est fou. Maintenant, c'est fou pour des gens qui ont des moyens financiers normaux. C'est-à-dire que là, on est aussi dans un type de public qui a énormément d'argent et qui ne sait pas qu'en faire. Donc, qui a envie d'investir dans ces technologies parce que c'est quelque chose aussi de totalement nouveau par rapport à ce marché. Et si d'ailleurs Christie's et Sotheby's se sont lancés dans la vente, parce que Sotheby's a fait de même récemment avec des cubes, c'est bien qu'il y a un créneau important à prendre et de l'argent à faire. Parce qu'en 2008, à l'époque, par exemple, il n'y avait pas de vente d'art contemporain puisque le marché de l'art contemporain était réservé au premier marché, qui était le marché des galeries. Et puis, on s'est rendu compte que les œuvres d'art les plus importantes des impressionnistes ou de la première moitié du XXe siècle étaient dans les musées. Donc, devenaient extrêmement rares. Et il fallait alimenter le marché. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, on commence à vendre de l'art contemporain. Et donc, les maisons de vente aux enchères ont commencé à interagir comme, on va dire, comme premier acteur du marché, en vendant des œuvres qui provenaient directement de l'atelier, ce qui avant n'était jamais le cas. Donc, aujourd'hui, où les choses ont évolué et où on se rend compte que c'est de plus en plus difficile de trouver des œuvres d'artistes contemporains à des prix, on va dire, d'artistes connus, à des prix raisonnables, puisque maintenant les musées ont commencé à fleurir un peu partout, et les Kunsthalle, les Art Museum, je pense que chaque ville a un ou deux musées, enfin, ville importante, des grandes collections sont formées, des fondations, et donc il faut trouver des choses à vendre. Et la nouveauté, ce sont justement ces NFT, enfin ces œuvres d'art virtuelles, qui d'ailleurs vont pouvoir être produites à l'infini. On voit dernièrement ce fameux cube qui a été vendu aux enchères chez Sotheby's, où ils en ont vendu en fait 3000. Il y avait 3000 exemplaires de la même œuvre.
Tu me disais tout à l'heure qu'on pouvait acheter soit par paquet de 10, Ouais, 5 ou à l'unité en fait. C'est ça, ouais, exactement. Donc quelqu'un qui voulait acheter, donc le cube était à 1 500 $ et quelqu'un qui voulait acheter, on va dire, 17 cubes, pouvait acheter un bloc de 10, un bloc de 5 et puis ensuite deux fois un cube, 2 fois unité, ouais. 2 unités. Ouais. Et donc il était propriétaire de 18 cubes. Ouais. Et puis c'est quand même, ça a quand même rapporté quoi. On est à 14 millions, je crois, de dollars pour cette vente. Puis ce qui est assez fou, c'est de se dire qu'il y a 3000 œuvres reproductions. C'est pas des reproductions, c'est 3000 œuvres qui sont finalement 3000 originaux. Chaque cube est un original. Ouais, mais c'est justement, on est plus dans, on parlait de la litho ou autre, on n'est plus dans de la reproduction. On est vraiment finalement dans chaque œuvre, même si c'est un copier-coller du même fichier, chaque œuvre est un vrai, un authentique en soi en fait. Mais c'est-à-dire que par rapport à ça, je crois qu'on ne peut plus du tout envisager le marché de l'art tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est quelque chose de parallèle, alors qui est une sorte de phénomène, parce que, évidemment, une œuvre d'art qu'on peut accrocher sur un mur, elle sera toujours une œuvre d'art qu'on accroche sur un mur. Là, on est plus proche, à la limite, de ce qui a été la vidéo. Parce qu'on peut toujours, c'est ça, projeter chez soi. Tu me disais tout à l'heure, ce collectionneur qui, chez lui, n'achetait que des œuvres virtuelles qui projetaient, on peut. Maintenant, c'est vrai que ça se limite quand même à un public extrêmement restreint, qui est soit un public de connaisseurs, ou alors, effectivement, d'institutions, parce que les institutions, elles, peuvent avoir des écrans et présenter ça en permanence. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des gens, bah voilà, qui, comme je disais, j'ai vu un documentaire dernièrement où une personne a décidé de s'acheter des NFT, mais pour son propre plaisir, et puis finalement de les diffuser chez lui, dans sa cuisine, via un projecteur, ou via des iPads qui sont utilisés finalement comme des cadres. Donc il y a quand même malgré tout un besoin d'avoir une représentation physique. On cherche quand même à avoir à s'approprier cette œuvre et puis à pouvoir l'accrocher entre guillemets chez nous, quoi. Oui, mais parce que ça, c'est un collectionneur. Et je crois qu'il y a une vraie différence entre le collectionneur et l'investisseur. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec différents types d'acheteurs. Typiquement, les acheteurs de ces cubes, ce sont des jeunes, des gamers essentiellement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, eux sont habitués dans leur jeu à acheter des panoplies, à acheter des armes, à acheter plein de choses. Et donc, pour eux, disons, d'acheter un cube virtuel, ça ne pose pas de problème. Mais ils n'ont aucun intérêt dans l'aspect esthétique de ce cube. C'est ça, parce qu'en fait, c'est lié, disons, on va dire, à leurs habitudes d'achat de gamers, et ça a probablement un côté qui les amuse. Après, je pense pour un vrai collectionneur qui a besoin, comme celui dont tu parlais, de pouvoir posséder d'une certaine manière. Même si c'est virtuel, il doit pouvoir le voir, pas juste sortir son téléphone et montrer à ses copains voyez ce que j'ai acheté. Moi, j'ai une question dans le chat de notre ami Pierre qui me demande si les NFT, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ? Ça, Alors, moi, je pense que c'est Alors, pour l'instant, ça crée un buzz énorme, mais qui risque probablement de durer, qui va forcément s'essouffler un peu parce qu'il y a ces prix records qui sortent maintenant. Alors bon, on dit que ça ne peut pas continuer à l'infini. Si, ça peut. Ouais. Parce que l'argent aujourd'hui est devenu quelque chose de tellement volatile et on voit les prix qui continuent à augmenter. Mais il doit y avoir un phénomène d'essoufflement à un moment ou à un autre. Mais ça va perdurer certainement parce qu'il y a quand même ce lien avec les blockchains. Mais c'est comme tout effet de buzz. Maintenant, il y a l'explosion, alors que malgré tout, les NFT existent depuis plusieurs années. Il y a une explosion maintenant. Il y a un moment donné, parce que voilà, les médias ont beaucoup relayé ces informations. Je pense que le soufflet va peut-être redescendre, mais à mon avis, le NFT va toujours perdurer. Oui, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que ça s'est adressé à un public très particulier avant. Les chiffres records aujourd'hui ont mis à jour ce qu'on ne savait pas vraiment, et c'est ça, ce à quoi les gens sont attentifs aujourd'hui, c'est les chiffres. C'est vrai que quand on dit 69 millions pour une œuvre virtuelle... c'est dans le top 3 des
des œuvres les plus vendues pour un artiste de son vivant, en fait. Oui, avec Hockney et Jeff Koons qui est en premier. Oui, puis il doit y avoir Damien Hirst aussi Ouais, voilà. dans ce top. Mais ça va certainement durer. Ouais. Voilà, j'espère que... Enfin, on arrive gentiment à la fin de ce webinaire. J'espère que nous avons réussi à vous amener pas mal de nouvelles connaissances. N'hésitez pas à nous recontacter via notre site internet ou autre si vous avez d'autres questions. Nous tâcherons d'y répondre le plus prestement possible. Et comme on me le demandait également dans le chat tout à l'heure, ce webinaire se retrouvera en replay sur notre site internet d'ici quelques jours. Voilà, donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en live. On se retrouve prochainement pour un nouveau webinaire avec Up to You. Merci.